Merci de votre fidélité à Gangan TV et bienvenue dans cet autre numéro de Café Débat. Traditionnellement, je vais dire exceptionnellement hors de notre plateau traditionnel, ce numéro qui nous mène à la CENI, Commission électorale nationale indépendante, à la rencontre effectivement du nouveau président de la CENI, Maître Amadou Salifou Kébé, après la période assez mouvementée au sein de la CENI, à travers une crise qui a miné l'institution. La question principale, comment se porte-t-elle aujourd'hui? Quel est le climat qui prévaut au sein de la CENI? Quelles sont les perspectives en vue de la tenue des élections qui attendent cette institution pour les locales, les législatives et la présidentielle de 2020? Et donc, en face de nous, le tout nouveau président de la CENI, Maître Amadou Salifou Kébé, qui nous reçoit ici à la CENI. Monsieur Kébé, bienvenue dans Café Débat. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu chez moi. Merci beaucoup. C'est la deuxième fois donc que vous passez dans cette émission. La première fois, vous étiez encore responsable du département, département juridique et contentieux. Aujourd'hui, vous prenez les rênes de la CENI suite à une crise qui a miné l'institution. Avant d'entrer dans le vif du sujet, d'abord, qu'est-ce que vous tirez comme leçon de cette période, comme je l'ai dit, assez trouble, de crise qui a suscité beaucoup de débats dans la cité? Bon, on en sort toujours un peu amer de ce genre de trouble, parce qu'on y perd des amis, mais aussi on gagne en expérience. Ce qui a miné la CENI jusqu'à présent a été un ensemble d'inquiétudes, de réclamations élevées par les commissaires, toujours dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance de notre institution. Malheureusement, celui contre lequel tous les commissaires s'étaient élevés n'a pas voulu céder sur un certain nombre de points qui étaient logiques d'ailleurs et légaux. Et malheureusement, je le disais, il n'a pas voulu céder sur ces points et ça a fait l'objet de son départ. Vous voulez parler de Bakary Fofana? M. Bakary Fofana, qui a été président de l'institution pendant 5 ans et malheureusement qui, au finish, n'arrivait plus à contenir les commissaires tant les réclamations étaient véhémentes et bien fondées. Donc, ce que vous retenez, une fois encore, je reviens là-dessus, c'est que vous avez donné une leçon à tous ceux qui peuvent diriger donc, cette institution, y compris vous ou d'autres institutions républicaines, qu'il ne faut pas gérer de façon unilatérale, seul, dans son coin. Et c'est ce que vous reprochiez à Bakary Fofana? Bon, à la différence de plusieurs autres institutions de notre pays, la CENI est un organe collégial. Si vous allez à la genèse de cette institution, vous remarquerez qu'elle a été montée et par la classe politique et par la société civile. Et suite à beaucoup de réclamations politiques dans les années 80, 90 et 2000 d'ailleurs. Donc suite à tout cela, ils ont trouvé un consensus pour mettre ensemble des acteurs politiques du processus électoral, et ils ont mis en place un organe collégial indépendant chargé de gérer l'organisation des élections dans le pays, des élections nationales dans le pays. Et au vu de cela et au vu des règles qui gouvernent la CENI, une seule personne ne peut pas se targuer de vouloir gérer l'institution. Il faut toujours partir d'une décision collégiale pour mettre en place des dispositifs qu'il faut pour organiser les élections. Donc nous ne pouvons pas faire l'impasse sur la question. Nous ne sommes pas gérés de la même façon que l'Assemblée nationale, nous ne sommes pas gérés de la même façon que la RAC, mais nous sommes gérés par une loi spéciale qui détermine les règles de gouvernance de l'institution. Une fois faussées ces règles de gouvernance, tout ce que nous faisons à l'interne ne serait plus acceptable, ni par nous-mêmes, ni par les acteurs politiques. Bien, on ne va pas prendre trop de temps dans ce qui s'est déjà passé à refaire l'histoire, mais au fort moment de la crise, comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de débats, chacun y allait de sa chapelle,
Alors, je veux dire, la rumeur qui a pris le dessus dans l'opinion disait que votre mouvement, votre contestation vis-à-vis de Bakary Fofana était fondée par des préoccupations pécuniaires. Maintenant, pour quelle fin? Est-ce que pour des fins personnelles ou est-ce que pour le bien-être de l'institution elle-même? Mais est-ce qu'il est vrai tout de même que la raison pécuniaire a prévalu dans cette affaire, dans cette crise? Du tout, pas du tout. La raison pécuniaire a été mise en avant par des acteurs qui avaient des agendas non publics, qui avaient des agendas cachés. Qui, par exemple? Je ne saurais le dire d'où est venue cette rumeur, mais du début jusqu'à la fin de cette crise, il n'a pas été question d'argent. On a entendu parler de mise en place d'une trésorerie, d'un comité de trésorerie. Écoutez, le comité de trésorerie dont on a parlé avait fait l'objet du débat au niveau de la plénière. Cela a été rejeté par le président Bakary Fofana. Les commissaires se sont résolus à abandonner la question du comité de trésorerie. Mais par contre, dans nos règlements intérieurs, il est prévu des cellules de gestion. Des cellules de gestion des moyens matériels et financiers, donc les ressources de l'institution, les cellules de gestion des décisions de la plénière, donc suivi de l'exécution des décisions, des cellules de communication électorale et aussi des cellules pouvant tisser des relations le plus loin possible avec tous les acteurs politiques de notre pays, y compris l'État et les partenaires techniques et financiers. Donc ces cellules-là, nous sommes retournés dans le règlement intérieur, puiser certaines de ces cellules pour les mettre en place. Tant était-il besoin de redresser la gouvernance de notre institution. Donc qu'ils soient allés dans le sens des questions pécuniaires, je n'en disconviens pas, mais cela n'a jamais été l'objet de débat au sein de la CENI. À un moment donné, les communicants de M. Bakary Fofana ont mis en avant cette question, mais sans avoir de preuves matérielles palpables. En réalité, être commissaire à la CENI est un don de soi, mais vous ne le saurez que quand vous êtes à l'interne. Nous nous sommes battus pour rehausser l'image de l'institution. Partout où vous allez, vous parlez de la CENI, vous dites que vous êtes commissaire à la CENI, le premier réflexe c'est de dire « Ah, c'est eux ». Bon, pourquoi? C'est une charge. Alors que nous savons qu'en moyenne, nous travaillons entre 10 à 12 heures par jour, nous les commissaires de la CENI. Nous usons de nos santé, nous usons de nos moyens matériels et financiers pour que cette institution rayonne, pour qu'il y ait des élections acceptées dans notre pays. Mais malgré cela, les commissaires étaient mal vus. Donc il fallait une introspection pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et nous avons trouvé que la gouvernance était pour beaucoup. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on va dire que les choses ont changé. La Cour constitutionnelle est passée par là, a pris une décision et nous vivons la période post-crise, si je puis le dire ainsi. Et je reviens sur la question de dire que vous avez les rênes maintenant de cette institution. Cette charge, lourde charge maintenant de coiffer la structure qui va organiser ces élections qui nous attendent, locales, législatives de 2018, présidentielle de 2020 si vous restez sur place. Alors, quel sentiment vous anime alors en étant à la place de Bakary aujourd'hui? J'ai conscience de la responsabilité que mes collègues m'ont confiée. Je n'ai pas assez d'appréhension parce que c'est quelque chose que j'ai fait depuis 8 années, organiser les élections. Donc, si vous voulez, je suis un expert en matière électorale aujourd'hui. Aguerri. Aguerri, oui, mais pas de façon factice. J'ai les diplômes pour cela. Vous regarderez derrière, vous verrez que je suis un accrédité à l'international sur les questions du processus électoral. Bon, malgré tout ça, quand on est chargé de tels lourds fardeaux dans son pays, on a conscience du degré de responsabilité qui est la nôtre et on a toujours envie de mieux faire. Donc aujourd'hui, nous sommes engagés à aller dans ce sens-là. Nous sommes en train de nous battre pour améliorer le vécu de la CENI, les livrables que nous pouvons donner et tout ce que nous pouvons apporter pour la démocratie dans notre pays, nous le ferons dans ce cadre.
On va parler tout à l'heure de ce que vous prévoyez comme action, comme activité, pour rassurer les acteurs politiques, mais rassurer aussi les citoyens, les électeurs que nous sommes en train d'aller vers maintenant les élections et que la CENI est sur pied de travail, pour ne pas dire pied de guerre. Mais revenons un peu à les réactions des politiciens après la crise, après la décision de la Cour constitutionnelle. Et l'actualité brûlante d'ailleurs, c'est l'intervention de Lansana Kouyaté, président du PEDN, chez nos confrères à Espace, qui disait justement que, en fait, après cette crise, il pense qu'on devait aller plus loin, qu'on devait tout simplement raser toute l'équipe. Donc vous deviez tous suivre selon ce qu'il a dit, Bakary Fofana à la porte, parce qu'il ne croit pas en réalité en vos capacités d'organiser des élections attendues par eux, acteurs, et par tous les observateurs. Qu'est-ce que vous avez comme réponse à cette intervention? Bon, si vous voulez bien, je ne répondrai pas à cette intervention parce qu'il n'a donné que son avis, que je respecte d'ailleurs. Mais vous voyez-vous, pour quelqu'un qui a participé à l'organisation des élections législatives, aux élections présidentielles, qui a organisé au moins 2 révisions des listes électorales, des activités extrêmement compliquées, je vous dirais que dire aujourd'hui qu'on est incapable d'organiser des élections locales, c'est un peu aller vite en besoin, qui nous mettent à l'épreuve pour voir ce dont nous sommes capables. Aujourd'hui, le gouvernement nous a demandé d'aller très rapidement sur le chronogramme, mais aussi, en même temps, d'aller sur l'établissement du cahier de charges allant dans le sens de l'audit, de la sélection d'un cabinet pour l'audit du fichier en 2018, ce que nous sommes en train de faire. Mais vous savez, il y a parfois des demandes venant de certains politiciens qui sont extraordinaires. En même temps, ils demandent la démocratie. En même temps, ils demandent qu'on viole les lois. Parfois on ne comprend rien. Quand on demande de débarquer tous les commissaires de la CENI, alors que la loi les a établis pour cette année. Votre mandat, en fait. Le mandat qui finit en octobre 2019. Je ne comprends pas, dans la mesure où ces personnes-là n'ont pas été coupables d'aucune faute qu'on puisse les reprocher. Qu'on dise que la communauté internationale a dit que la CENI avait des fautes. Mais on ne le démontre pas. Nous avons tous les rapports de toutes les commissions d'observation de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la CEDEAO, de la SADC, de n'importe quel observateur qui était venu. Nous avons tous les rapports. Sur la base de ces rapports-là, nous avons chaque fois cherché à s'améliorer. Ce qui est le cas de toutes les structures d'organisation des élections au monde. À chaque fois, vous cherchez à vous améliorer après les critiques, après les recommandations et tout. Vous cherchez à améliorer, à gommer ce qui est mauvais, à établir ce qui est bon pour votre pays, pour votre démocratie. Donc vous dites que Kouyaté il va un peu loin en disant que vous seriez incapable d'organiser de bonnes élections à venir, cette équipe. Dans la mesure où nous avons fait les preuves. Mais je vais vous dire une chose, sans se vanter, nous sommes la meilleure des CENI en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas moi qui le dis, allez-y demander tous les grands experts internationaux. Parce que vous avez aujourd'hui innové. Nous avons beaucoup innové, beaucoup de CENI prennent l'exemple sur nous, mais aussi sur le plan de la formation technique. Nous avons le plus grand nombre d'accrédités en matière électorale en Afrique, en Guinée, la CENI de Guinée. Nous avons 13 personnes qui sont des experts accrédités. Nous avons 2 personnes au sein de nous qui sont des accréditeurs, c'est-à-dire qui peuvent aller dans d'autres pays, former d'autres personnes pour qu'ils soient acceptés comme des experts en leur matière. Notamment M. Paté Dieng et M. Jacques Gonomi. Demandez, allez sur tous les sites chargés des questions électorales, vous verrez leur nom comme étant des experts confirmés. Bien. Donc, quand on a en son sein des hommes comme ça, on ne peut pas nous dire qu'on est des incapables. Voilà. Donc, si ce n'est que des raisons politiciennes, vous pensez que c'est une CENI qui est à même... Ce dont on n'a aucune compétence. On n'a aucune compétence en matière de politique politicienne. Voilà. Donc, on va parler tout à l'heure des perspectives. Une fois la crise passée, une fois Bakary remplacé,
et la nouvelle équipe installée, qu'est-ce que vous allez faire dans les jours et les semaines à venir? C'est la question qui va se poser tout à l'heure. Mais juste dans la deuxième partie de cette émission Café Débat, on se retrouve avec notre invité pour continuer. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, comme vous le constatez, hors de notre plateau traditionnel. Café Débat que vous pouvez aussi retrouver diffusé chez notre partenaire libreopinionguinée.com. Et comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, le nouveau président de la CENI, Maître Amadou Salifou Kébé, qui nous reçoit dans les locaux de la CENI pour parler de l'institution, ses activités en vue après la période de la crise. Alors, c'est la question. À présent, Maître Kébé, on a fini toute la période de crise et tout. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que la CENI envisage? Parce que en ce moment, il y en a qui disent que ce n'est plus possible qu'on tienne ces élections locales en cette année 2017. Est-ce que la CENI peut rassurer? Est-ce que vous êtes en train de travailler aujourd'hui à faire en sorte que les élections se tiennent en cette année? Et dans les détails, nous parler du chronogramme. Par exemple, le président, la dernière fois, vous avez donné la consigne de sortir un projet de chronogramme et de recruter une entreprise pour faire l'audit du fichier électoral. Qu'en est-il? Bon, nous sommes en train de travailler sur ces deux programmes, mais en même temps nous sommes en train de travailler sur l'amélioration de la gouvernance au sein de notre institution. En ce qui concerne le chronogramme, nous avons déjà entamé une bonne partie du travail, parce que nous avons déjà défini l'ensemble des activités pouvant entrer en ligne de compte pour l'établissement du chronogramme. N'eût été la réforme législative demandée par les acteurs politiques, on serait déjà très loin dans l'organisation de ces élections. Mais malheureusement, il a été demandé à ce que la loi soit réformée. Mais quand la loi électorale est en réformation, vous êtes obligé de mettre un coup de frein pour arrêter, attendre. Parce que l'instrument utilisé pour l'organisation des élections, c'est la loi électorale. Et cette loi est en réformation maintenant? Oui, elle a été promulguée dernièrement. Et dès lors, nous nous sommes attelés à l'établissement du chronogramme, ce que nous sommes en train de faire maintenant. Maintenant, il y a une procédure qui a été définie au niveau de la CENI. C'est qu'avant, nous faisons le chronogramme et nous le soumettions à la classe politique. Aujourd'hui, ce qui a été défini par la CENI, techniquement, nous mettons toutes les dispositions techniques à notre disposition. Les accords passés ont établi un comité de suivi. Des accords. Des accords. Ce comité de suivi a un œil sur la CENI et ses activités. Nous allons exposer l'architecture de notre chronogramme à ce niveau. Si cela admis ou accepté par les acteurs comme tel, nous allons convoquer un atelier pour organiser la mise en place des délais. C'est à ce moment que notre plan opérationnel pour les élections locales devient un chronogramme. Mais pour le moment, nous n'avons partagé avec personne, et ce que nous ne voudrons pas, qu'on nous taxe d'unilatéralisme. Nous voulons partager avec tout le monde les activités qui rentrent en ligne de compte pour l'organisation des élections. À partir de ce moment, nous pourrons mettre les délais sur ces activités-là et les publier. Parce que nous ne sommes chargés que de faire la proposition. C'est le président de la République qui prend réellement la décision de la date. Et comment vous allez mettre en marche cette démarche, on va dire, participative, c'est-à-dire intégrer l'avis des politiciens? Est-ce que vous allez les consulter? Parce que la dernière fois, vous avez annoncé une tournée consultative. Non, cela est différent. Cela est différent. Il y avait une rupture totale entre la CENI et la classe politique et les organisations de la société civile. C'est ce que nous cherchons à rétablir. Mais cela n'a rien à voir avec l'établissement du programme. Ça, c'est un programme que le bureau de la CENI a initié pour visiter tous les quartiers généraux des partis politiques et les rendre visite, nous imprégner de leur appréhension face aux questions électorales et aussi leur dire quels sont nos problèmes, quelles sont nos préoccupations et comment est-ce qu'on peut faire pour
s'entendre sur le minimum acceptable s'il le faut. Bien. Mais il faut donc rétablir les bonnes relations entre pour que le dialogue règne. Règne entre nous et les acteurs politiques. Maintenant, concrètement, le chronogramme, on peut s'attendre à quand pour la proposition? Il y en a qui disent d'ailleurs que vous aviez fini de travailler là-dessus. En réalité, qu'est-ce que vous pouvez dire sur le chronogramme? Bon, tant qu'on considère le chronogramme comme un acte authentique, on ne se comprendra pas avec les partis ou les hommes politiques. Le chronogramme n'est pas un acte authentique. C'est-à-dire? Le chronogramme est un ensemble d'activités qu'on met bout à bout, du début jusqu'à la fin du processus électoral jusqu'après le scrutin. À partir du moment qu'on a défini ces activités-là, on y met des délais d'exécution qu'on insère dans un calendrier dans l'année. Voilà, ça devient un chronogramme. C'est aussi simple que ça. Notre plan opérationnel inséré dans le calendrier linéaire, ça devient le chronogramme. Maintenant, nous avons défini un certain nombre d'activités. Nous sommes en train d'aller vers les acteurs pour discuter avec eux de ces activités-là. À partir de ce moment, nous allons insérer ces activités dans un calendrier et le présenter à l'opinion. À l'opinion. Mais ça va trouver que l'essentiel est déjà défini entre nous, les partis politiques, les organisations de la société civile et tous ceux qui sont intéressés par le processus. Et ce travail est en cours actuellement. Ce travail est très avancé. Pour pas que les gens pensent que vous n'êtes pas en train de... Ce travail est très avancé. Nous attendons d'ailleurs le prochain comité de suivi, séance de comité de suivi, pour aller exposer à ce niveau. Sur tout ce qui nous a été demandé par le gouvernement et les acteurs politiques. Et en ce qui concerne le fichier électoral, est-ce que cette affaire de cahier... Oui, bon, le cahier de charge, le comité de suivi avait sollicité un cahier de charge. D'ailleurs, ils ont fait un projet qu'ils nous ont fait parvenir. Mais en réalité, lorsqu'on a consulté les textes de loi de notre pays, on a su que, en la matière, ce n'était pas un cahier de charge qu'il fallait, mais c'est un appel à intéressement, parce que ce n'est pas une fourniture que le cabinet va faire, mais c'est une prestation qui va être réalisée, donc qui n'appelle pas à l'établissement d'un DAO. Donc nous avons redressé, pour faire les termes de référence de sélection de ce cabinet-là, que nous allons aussi soumettre au comité de suivi pour les faire comprendre qu'en la matière, on n'a pas besoin de cahier de charge. La loi va plutôt dans le sens de l'établissement d'un TDR pour le recrutement du cabinet. Bien. Et qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à d'autres activités que vous avez en vue au-delà de ces deux activités pour davantage... Essentiellement, une fois que le chronogramme passe, une fois que nous avons une date, nous ne ferons que dérouler le reste. Par exemple, il y a des activités induites par la nouvelle loi. Aujourd'hui, les bureaux de vote sont limités à 600 électeurs, alors qu'avant c'était entre 500 et 1000. Donc nous devons revenir, chaque bureau de vote ne devant contenir que 600 électeurs. Les électeurs ne doivent pas être éloignés du bureau de vote de plus de 2 km en ville et de plus de 3 km ou 5 km, je crois, en campagne. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc tout ce redécoupage, plus le redécoupage administratif que nous devons insérer dans... Parce qu'il y a des localités qui ont été créées. électorale. Il y a des districts, des quartiers qui ont été établis dans l'administration, mais qui n'ont pas fait l'objet d'intégration dans notre fichier. Puisque l'élection se passe aujourd'hui dans les quartiers et les districts, donc il faut forcément que ces localités-là soient intégrées. Donc il y a du boulot qui vous attend en fait. Oui, mais c'est du boulot connu. Identifié, quantifié, nous savons combien de temps il nous faut pour le faire. Donc cela n'est pas une inquiétude pour nous. La question de budget, elle est importante. Aujourd'hui, à l'instant où nous sommes sur ce plateau, l'Assemblée est en session extraordinaire portée sur la loi des finances rectificatives. Est-ce que le budget
des élections locales seront intégrées. Vous vous attendez à cela ou pas? Est-ce que le débat est en cours? Je ne sais pas. Nous nous attendons à cela. Nous l'avons soumis au ministère du Budget et à l'Assemblée nationale. Le budget des élections locales. Oui, oui. Est-ce qu'on peut savoir, ça s'élève à combien le budget? Écoutez, c'est un budget prévisionnel qui n'a pas fait l'objet d'arbitrage. Je ne veux pas m'aventurer. J'ai entendu des sommes faramineuses. Moi-même, je me suis avancé sur des sommes. Mais en réalité, les techniciens sont en train de travailler sur l'optique de 335 milliards. Hein, à peu près. Maintenant, ça va faire l'objet d'arbitrage, de discussion. Les techniciens vont se pencher là-dessus. Moi-même, n'étant pas un technicien du budget, donc je ne peux pas... Donc, ce qui reste clair, la session extraordinaire en cours ne finirait pas sans que le budget des élections ne soit intégré. Il est clair que l'un des premiers à être mis à disposition va être le budget de la CENI, je l'espère. D'accord. À la mesure où nous sommes en train de travailler dans l'optique d'organiser ces élections le plus rapidement possible, comme l'a souhaité le gouvernement. Bien. Alors, on tend vers la fin de cette émission. Peut-être une question subsidiaire, c'est ce qui s'est passé dans le processus électoral au Kenya. Je ne sais pas si ça vous inspire d'une manière ou d'une autre, ou après l'élection contestée par l'opposant principal, vous avez la Cour suprême qui invalide le processus. Est-ce que ces anomalies, en quelque sorte, peuvent servir de leçon à votre structure en matière d'organisation des élections, ou est-ce que c'est un phénomène moins important pour vous? Mais bien sûr, je vous l'ai dit tantôt, à chaque élection, on s'améliore. Hein, il n'y a aucune organisation, aucun organisateur d'élection parfait. Il n'y a aucune organisation d'élection parfaite. Mais ce qui s'est passé au Kenya, la CENI de Guinée, comme les autres CENI de l'Afrique, vont s'en inspirer pour éviter ce genre de couac. Pour ne pas être annulé sur toute la ligne et dire que vous n'avez pas été performant. Aujourd'hui, ça n'a jamais été le cas de la CENI et j'espère que ça ne sera jamais le cas à la CENI de Guinée, parce que nous cherchons toujours à nous perfectionner. Et c'est comme si les observateurs ont été un peu désavoués dans cette expérience kenyane, parce qu'on a vu des anciens présidents du continent, on a même vu John Kerry, qui sont allés comme observateurs au Kenya et qui ont un peu dit, rassuré que c'est des élections qui se sont très bien passées, mais par la suite vous avez une Cour suprême qui invalide. Encore une fois, les gens se méprennent totalement sur ce que peut voir un observateur et sur ce que peut faire une CENI. Bien. Les observateurs viennent pour observer le déroulé de ce qu'ils ont prévu. Mais ils ne peuvent pas être des juges. Ils diront, d'après ce que nous avons vu, ces élections sont acceptables. C'est le juge qui rentre à fond. Dans les contentieux. Dans les contentieux, il examine à fond. Des avocats, ils travaillent. Ils tirent dans le plus profond des erreurs qu'il y a eu lors de l'organisation pour tirer et les mettre à nu devant le juge. Le juge a plus d'éléments d'appréciation que l'observateur. Donc on ne peut pas dire que les observateurs se sont trompés de loin. Hein? Cela aurait passé d'un côté comme de l'autre, mais le juge a eu plus de temps et les avocats les ont aidés à voir plus clair dans ce qui s'est passé. Bien. Face à vous, sans doute des électeurs, des leaders de partis politiques, des acteurs de la société civile, et qui vous observent désormais comme celui qui a le devoir et la charge d'organiser des élections en Guinée pour des années à venir. Quelle assurance avez-vous à leur donner? Dernier mot, en 1 minute 30 secondes, devant la caméra. Je peux leur assurer que la loi sera intégralement appliquée en ce qui les concerne. Je peux leur assurer qu'ils seront consultés toutes les fois qu'il y a lieu de les consulter, toutes les fois que leur avis serait important dans la prise de décision, nous irons vers eux. Mais que ce soit en période électorale ou pas, nous irons vers les électeurs pour savoir qu'est-ce qui est leur vœu. Nous irons vers les leaders politiques, nous irons vers les organisations, enfin tout l'ensemble des acteurs pour essayer de discuter, parce que c'est des Guinéens. Ils ont leur avis à donner sur l'ensemble des questions électorales. Donc nous irons vers eux pour prendre leur avis, discuter avec eux,
leur donner notre point de vue et ensuite venir à l'interne pour faire le travail technique pour lequel nous avons été mis là. Voilà ce que je peux dire aux uns et aux autres. Bien. Voilà, donc nous suivrons en tout cas le processus de bout en bout, les élections communales à venir, et comme il nous les a rassurés, tout est possible pour que cela se passe en 2017, contrairement aux sceptiques qui pensent que ça n'aurait pas lieu. Et puis tout se passerait très bien puisque la loi sera appliquée comme il vient de le dire. Et on sera là pour observer la scène de bout en bout. Maître Amadou Salifou Kébé, président de la CENI, merci de nous avoir reçus ici. Merci. Je vous remercie. À très bientôt. À vous, merci de votre fidélité. Et puis à demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.